Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. On m'a demandé d'analyser pas mal d'entreprises récemment, c'est pour ça que je vais faire un tour de plusieurs actions à bon potentiel, voire en solde. Donc c'est le moment de se préparer un petit café, si c'est pas déjà l'heure de l'apéro bien sûr, donc santé à tous. Et bien sûr ici, on essaie d'adopter un esprit pragmatique pour déterminer si ces actions sont de bonnes opportunités pour nos portefeuilles. Allez, on commence par ASML, le leader mondial des systèmes photolithographiques pour semi-conducteurs. ASML en ce moment reste sous les projecteurs en raison de son rôle clé dans l'industrie des puces, notamment pour l'intelligence artificielle. Alors oui, récemment, l'entreprise a été confrontée à des défis. D'abord une chute notable sur le prix de son action qu'on peut lier à un contrôle accru des gouvernements sur les exportations, notamment vers la Chine, et une erreur technique dans la publication de ses résultats aussi. Cependant, on va quand même noter que ASML a dépassé les attentes pour ses résultats du quatrième trimestre 2024. Donc ça, c'est pas rien, avec des ventes qui atteignent un niveau record. Donc là, on est tout de même à 28,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, avec son PDG qui a souligné que l'IA reste quand même un moteur de croissance pour ASML. Donc voilà, ça c'est quand même assez majeur, malgré qu'il y a pas mal d'investisseurs qui sont assez préoccupés des pressions géopolitiques et de la concurrence croissante sur ce segment qui reste tout de même en momentum. Et notamment, une des craintes qu'on peut avoir sur l'action, c'est la Chine, tout simplement parce que la Chine, elle est en phase de test de machines lithographiques, donc EUV pour extrême ultraviolet. Et ça, c'est Huawei, l'entreprise chinoise. Ici, l'idée, c'est d'utiliser la technologie à plasma à décharge laser qu'on appelle le LDP. Et ça, on aura un petit bilan des premiers résultats chez Huawei là-dessus au cours du troisième trimestre 2025. Et ici, la crainte, c'est qu'ils arrivent à faire une fabrication au niveau industriel en Chine directement. Et ça, c'est un phénomène qu'on pourrait anticiper au plus tôt au deuxième trimestre 2026. Donc voilà, aujourd'hui, un des risques que je vois sur SML, c'est que cette technologie LDP serait mise en place avec succès en Chine. Donc il y a une probabilité aujourd'hui, ça serait un scénario qu'on verrait à moyen terme se produire. Et ça va réduire la dépendance du secteur des semi-conducteurs à SML, car son activité, voilà, elle vient de Chine, de Corée du Sud, de Taïwan aussi, des États-Unis. Donc la Chine, c'est vraiment une zone qui est prioritaire pour ASML. Donc voilà, après, il faut remettre ce scénario en perspective que ce n'est pas facile de rendre viable une technologie LDP. Moi, je me suis un peu intéressé au sujet, c'est assez complexe pour réaliser une production de masse. Donc voilà, il y a quand même une incertitude là-dessus pour Horizon 2026. En attendant, ASML a des carrés de commande pleins. On va voir que oui, ok, la Chine développe ses propres technologies. C'est assez logique dans une réponse normale aux restrictions et tarifs américains, afin ici que la Chine puisse développer son autonomie technologique. Sachant qu'aujourd'hui, la Corée du Sud et Taïwan et les US préfèrent encore à date les technologies d'ASML qui sont quand même à la pointe aujourd'hui. Et même en Chine, il y a quand même de très nombreux ingénieurs qui ont développé des compétences assez avancées sur les technologies d'ASML et qu'on ne switch pas comme ça d'une technologie à une autre en un claquement de doigts. Pas comme ça que ça se passe en business. Donc voilà, pour concevoir des puces de dernière génération pour les semi-conducteurs, il faut avoir aujourd'hui les machines d'ASML. Donc voilà, moi en tant qu'investisseur, ce qui me rassure chez ASML, c'est son carré de commande. Il est bien rempli. Donc là, avec l'application des investisseurs pragmatiques, donc ici, là, c'est l'application que j'ai développée qui permet de rechercher plus d'1 millier d'actions, de gérer son portefeuille. Sur cette application, on peut suivre aussi l'évolution des marges de l'entreprise, notamment la marge nette, de ses résultats. Ça, c'est assez intéressant d'avoir des projections de croissance pour ASML et de voir que aujourd'hui, ce qui est attendu, c'est quand même une croissance assez soutenue. On a du plus 12% de chiffre d'affaires anticipé pour 2026. Donc voilà, si on se projette encore plus, on aurait sur du 10% de croissance, du 13%, du 11%. Et ça, c'est quand même bon. Et bien sûr, avec des bénéfices qui suivent, avec des tendances parfois qui dépassent les 20% de croissance sur les bénéfices. Donc là, on a une vue un peu résumée. On voit vraiment que les bénéfices par action, aujourd'hui, la croissance qu'il y a sur ces bénéfices par action est bonne sur ASML. On voit aussi que les analystes en moyenne sont quand même assez bullish, assez haussiers sur le titre. Ça, c'est rassurant ici. Aujourd'hui, je fais partie de ceux qui pensent que le marché est trop sévère avec ASML, qui reste un des leaders sur ces technologies de pointe. Et aujourd'hui, l'inquiétude, ça pourrait être pour le risque qui est en augmentation depuis 2023 et 2024. Là, on est sur du 52% de risque pour ASML. Ça, c'est pas rien. Donc oui, on a une entreprise qui gère quand même bien son endettement, qui a un taux d'impôt qui est raisonnable, mais voilà, le risque peut inquiéter, c'est pas fait pour tous les portefeuilles, c'est plus pour des portefeuilles qui vont aller chercher de la croissance un peu plus agressive, même sur PEA, car oui, c'est possible d'afficher des rendements supérieurs à 20%, même sur le plan d'épargne action. Donc ça reste aujourd'hui une action qui est de qualité, dans le sens où elle a un business qui est rentable avec une marge brute de plus de 50%,
et une marge nette de plus de 26% ici. Donc là, on voit que c'est vraiment très élevé. On va pas rentrer dans le détail de tous les indicateurs, mais voilà, on voit qu'elle a quand même une valorisation qui est à x28, mais x28, quand on a une croissance de bénéfices qui dépasse les 20%, ici, on est plutôt pas mal. Donc moi ça me va aujourd'hui. Donc voilà, une croissance sur les bénéfices par action voilà, de 20%. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Donc le facteur de bénéfice qui acheté aujourd'hui à x28 paraît cher. Mais en fait, quand on regarde par rapport à son historique récent, donc 2022-2021, on était à x49. Donc voilà, on est quand même en dessous du PE ratio moyen, on va dire, des 5-6 dernières années. Et après, on voit qu'avec la croissance de ces bénéfices, plus on va détenir longtemps l'action, plus en fait on va amortir en quelque sorte la cherté actuelle de l'action. Après, pour certains puristes, il y a toujours moyen de regarder plutôt des indicateurs de cash aussi. Donc là, voilà, ça c'est des choses que vont plus regarder des gens un peu plus avancés. Donc globalement, moi ici, je suis assez confiant pour ASML qui affiche quand même une bonne croissance de marge nette. Donc là, on est quand même sur une très bonne dynamique et ça dure depuis quand même quelques années. Donc là, on peut être un peu rassuré déjà sur la qualité de son business. Donc voilà, ASML, ça fait partie des actions sur lesquelles je suis positif. Moi, je verrais bien voilà, un bon potentiel de 20-30% de hausse sur son action. Donc vraiment, compenser cette baisse-là. Donc à mon sens, aujourd'hui, ASML est plutôt en solde à moins 25% sur un an, avec des risques bien sûr que j'ai évoqués dans cette vidéo qu'il faut être capable d'accepter lorsqu'on souhaite rentrer sur ce type d'action. Ensuite, on enchaîne directement avec Novo Nordisk. Donc encore une action qu'on m'a pas mal demandé en commentaire et dans le club privé. Donc Novo Nordisk, récemment, c'était la première capitalisation boursière européenne grâce à ses traitements contre le diabète et l'obésité. En termes de produits, quand on parle de Novo Nordisk, il faut avoir en tête Ozempic ou Wegovy par exemple. Donc là, je m'intéresse à Novo Nordisk parce qu'on sort d'une année qui est contrastée. On a eu une hausse qui était spectaculaire en 2023. Donc maintenant, là, si on essaie de dézoomer un peu sur l'application, de prendre un peu de recul, donc en activant la droite de régression linéaire aussi, c'est une des fonctionnalités. Donc ici, on observe qu'on a quand même une décote potentielle ici sur l'action et surtout, ça se voit directement sur son facteur de bénéfice anticipé ici, qui est arrivé à un niveau sous les x20 de facteurs de bénéfice anticipé. Donc ça veut dire que pour Novo Nordisk, qu'il faut seulement 19 années de bénéfices pour repayer sa capitalisation boursière. Donc voilà, c'est quand même une action qui mérite qu'on s'attarde parce que depuis les 12 derniers mois, elle a fait moins 40%, donc elle a vraiment corrigé de manière significative sur le marché boursier. Et oui, potentiellement, on peut voir une petite révision à la baisse des prévisions de croissance opérationnelle pour 2025, mais ça reste assez léger. On l'explique parce qu'il y a des ventes de Wegovy, donc un des produits phares, qui sont inférieures aux attentes face à une concurrence qui est accrue. Notamment, on pense à Zepbound de Eli Lilly. Donc Eli Lilly, le concurrent américain, qui est aussi dans l'application des investisseurs pragmatiques, on va pas aller voir aujourd'hui non plus. Après, ceux qui ont l'application peuvent aller le voir directement, bien sûr. Donc oui, aujourd'hui, on va quand même aller voir d'un peu plus près les résultats de Novo Nordisk qui sont quand même records. Donc là, on a Novo Nordisk qui publie bien sûr en couronne danoise à presque 300 milliards de couronnes danoises. Donc c'est assez impressionnant, sachant qu'aujourd'hui, en euros, 13 centimes d'euros équivaut à une couronne danoise. Donc ici, on est sur des dizaines de milliards d'euros, avec même la barre symbolique des 100 milliards de couronnes danoises qui a été atteinte quand même à 20% de croissance sur ses bénéfices. Donc voilà, on a aussi ce type d'anticipation de croissance aujourd'hui pour Novo Nordisk. Donc là, c'est vraiment encore une fois une entreprise dont on attend une croissance qui est assez importante ici, significative, même quand on regarde son bénéfice par action, encore une fois ici. Donc ça c'est toujours avec l'application des investisseurs pragmatiques. Donc là, on a vraiment une action qui est décotée. Si on regarde son PE ratio à x19, x19 pour une croissance qui est au-dessus de 20% par an, c'est quand même assez important et ça retranscrit en fait un risque derrière et des inquiétudes. Donc moi, je vois là une opportunité, mais je comprends qu'il y ait pas mal d'investisseurs qui sont moins optimistes, parce qu'il y a eu des déceptions, il y a des résultats cliniques comme CagriSema en décembre. Mais quand on relativise, il y a quand même une perte de poids de 25% en 18 mois observée chez les patients. Donc voilà, pour moi, ces résultats, il faut les relativiser. Après, dans les autres points d'inquiétude, on a aussi l'arrivée à expiration de certains brevets, notamment sémaglutide à partir de 2026. Donc ça peut faire peur parce que ça peut ouvrir à la concurrence. La sémaglutide, c'est le principe actif des médicaments de Ozempic et Wegovy. Donc les machines à cash
de Novo Nordisk. Et moi aujourd'hui, je pense qu'à 67 € l'action, on a des risques qui sont quand même assez bien pricés, assez bien estimés. On reste dans un marché du diabète et de l'obésité qui a des perspectives qui sont attractives aujourd'hui. Et certes, aujourd'hui, Novo Nordisk va devoir partager le gâteau. On a l'arrivée de nouveaux concurrents sur ces domaines. Donc oui, ça va entraîner une baisse des prix à long terme, ça on est d'accord, c'est acté. Mais les volumes, ils vont continuer à croître. Et ça, c'est ce qu'on peut anticiper aujourd'hui lorsqu'on regarde le chiffre d'affaires. On est à plus de 20% quand même, voilà, plus 16%. Donc voilà, des années encore de croissance de chiffre d'affaires qui sont importantes. On a aussi la FDA qui a retiré en février la sémaglutide de sa liste des pénuries de médicaments. Donc ça va permettre une amélioration de l'approvisionnement aux États-Unis et une hausse de la production. Ça, c'est bon pour Novo Nordisk. On a aussi d'autres bonnes nouvelles récemment pour l'entreprise. On a pu observer des médicaments du groupe à base de sémaglutide qui ont relevé une réduction du risque de Alzheimer chez les patients. Donc ça, ce sont des études qui sont préliminaires. Et bien sûr, Novo Nordisk saute sur l'occasion ici et a lancé une étude clinique à ce sujet. Donc on aura le résultat des études cliniques. Si elle montre bien qu'il y a un effet positif là-dessus, ça pourrait naturellement aider le titre. À ça, moi je m'attends de bonnes publications en 2025 en termes de marge, en termes de bénéfices. Parce que Novo Nordisk reste quand même aujourd'hui bien positionné sur ce marché. Donc il y a moyen quand même de maintenir de bonnes marges encore en 2025 et 2026. On reste quand même dans un scénario où il y a pas mal de catalyseurs assez sérieux en bourse pour espérer voir tout simplement le titre remonter à des niveaux beaucoup plus importants, beaucoup plus élevés, potentiellement du 80 €. Ça ne m'étonnerait pas d'ici la fin de l'année. Donc voilà, moi aujourd'hui, je la considère en solde cette action. Donc c'est clairement une opportunité, peut-être une des opportunités de l'année sur le PEA parmi les grandes capitalisations européennes. Donc voilà, à condition d'accepter là aussi un risque qui est plus élevé. Donc là, on s'adresse toujours à ceux qui veulent aller chercher la croissance de façon plus agressive. On n'est pas sur du Air Liquide ou du Michelin ou du FDJ ici, clairement pas. Mais on a aussi un potentiel derrière de croissance qui est important. Avant de te parler des 4 actions suivantes, je t'invite à profiter d'une opportunité rare, car il ne reste plus que 3 jours avant l'augmentation de tarifs de l'application des investisseurs pragmatiques incluse dans mon programme premium. Au passage, j'ai activé temporairement le paiement en plusieurs fois via Klarna en 3 fois 150 € ou encore en 4 fois sans frais via PayPal. Donc c'est le bon moment pour nous rejoindre pour 100 € de moins aujourd'hui, car dans 3 jours, pour refléter la valeur apportée des nouvelles fonctionnalités de l'application, le tarif augmentera de 100 €. Pour en savoir plus, rendez-vous sur mon site web guistan.com dans la rubrique Programme Premium. Allez, on continue avec 4 autres actions, notamment Evolution Gaming. On va aller un peu plus rapidement là-dessus. Pour moi, Evolution, c'est vraiment une bonne opportunité aujourd'hui. Donc aujourd'hui, Evolution, si tu connais pas, c'est le leader pour les solutions de jeux en direct, pour les casinos en ligne. Donc il bénéficie vraiment d'une croissance du secteur du jeu numérique. Alors je t'en parle aujourd'hui parce que son cours a connu une baisse, donc quand même une tendance baissière récemment, alors que les fondamentaux sont plutôt bons et avec des perspectives que j'estime plutôt bonnes, plutôt porteuses pour tout ce qui est expérience de jeu immersive, notamment dans les jeux d'argent. Donc oui, aujourd'hui, il y a vraiment un sujet sur l'impact de la réglementation. Donc ça, c'est dans certains de ces marchés clés aujourd'hui. Donc c'est une entreprise qui va opérer en Amérique du Nord, en Europe, à travers Malte, et qui aujourd'hui a tout de même un facteur de bénéfice qui est très intéressant. Donc on est à x12. Et x12, c'est intéressant parce qu'on a des perspectives qui sont assez intéressantes. D'abord en chiffre d'affaires, on est à 2 chiffres de croissance. Et ça, c'est assez intéressant d'avoir un PE ratio à x12, alors qu'on a une croissance sur son chiffre d'affaires qui est intéressante, mais aussi sur son bénéfice. C'est-à-dire que là, potentiellement, si on a du 15% de croissance en 2026 et du 13% en 2027, on peut vraiment amortir la baisse de 2025. Donc là, il y a tout un risque sur des problématiques réglementaires. Donc là-dessus, on est d'accord, c'est pas facilement encaissable un risque de 41%, mais ça peut se faire pour certains portefeuilles. Ça reste une action PEA qui est décotée à mon sens, vraiment en solde. Moi, je vois pas de bouleversement majeur à signaler à l'horizon. Ok, quand même des impacts de réglementation qui sont importantes, mais ça reste un business qui est extrêmement rentable et qui a les reins solides entre guillemets pour encaisser un choc réglementaire. Donc on a une marge brute à 71% et surtout une marge nette qui défie la gravité à 60%. Donc voilà vraiment ce facteur de bénéfice. Donc pour ceux qui ont l'ambition de détenir l'action sur un terme un peu plus avancé, disons moyen terme, donc là ici on est sur une entreprise qui arrive à faire croître son bénéfice par action. On a de bonnes perspectives, mais voilà, il y a différents risques réglementaires. Pour cette grande capitalisation européenne, on est à 41% de risque.
Donc là aussi, on aurait une opportunité sur PEA. Ensuite, on enchaîne avec GTT, le spécialiste des systèmes de confinement pour le transport de gaz naturel liquéfié, le GNL, qui profite bien sûr de la transition énergétique mondiale et de la demande accrue en Europe notamment sur le gaz. Donc oui, depuis 2022, l'action bénéficie d'un momentum assez intéressant. On est sur une action qui reste autour d'un prix de 140-150 euros depuis quelques temps et qui a encore pas mal de potentiel avec un carré de commande qui est plein, déjà une bonne dynamique sur les 5 dernières années. Si on regarde avec la droite de régression linéaire, on est quand même sur une bonne tendance ici. Alors oui, c'est une moyenne capitalisation, 5 milliards seulement sur le PEA et elle me paraît assez attractive. On est à x13 de facteurs de bénéfices anticipés, on a un risque de 36%, donc moins élevé que les précédentes, le tout en étant assez valeur aujourd'hui, alors que c'est une entreprise au final qui a des cartes de commande qui sont pleins. Donc déjà là pour 2025, on anticipe plus 21% de croissance sur son chiffre d'affaires, ça c'est pas rien. Sa marge est élevée, hein, elle se maintient à 53%, donc voilà à 54% en 2024, et elle pourrait bien sûr se maintenir grâce à sa technologie de pointe avec un coût d'entrée qui est quand même assez important. C'est pas facile d'aller concurrencer des entreprises qui ont ce type de technologie de transport de gaz, et naturellement ça s'apprécie sur la croissance de ses bénéfices. On serait sur du plus 20% de croissance pour 2025, on peut même aller un peu plus loin avec l'application des investisseurs pragmatiques, on peut passer sur du 20 ans. On voit qu'on a du mal quand même à estimer à long terme ces carrés de commande, en tout cas à moyen terme sur ces carrés de commande, mais on voit quand même une excellente dynamique sur l'année en cours 2025. Donc voilà, ici on a quand même un potentiel d'acheter une action qui est assez décotée, où on pourrait attendre des résultats rien que cette année. Et ce qu'on aimerait, c'est qu'elle assure ce chiffre d'affaires de façon récurrente à moyen et long terme. Ça, c'est ce qu'on rêve pour GTT. Pour ça, il faut qu'elle développe des contrats, toute une stratégie long terme ici, qu'elle est en train de mettre en œuvre bien sûr. Donc voilà, en 2024, elle a commencé à consolider sa position avec des contrats stratégiques, un cas de commande donc qui reste robuste pour 2025. Le titre, il reste pour moi une valeur qui est solide sur le secteur de l'énergie, bien que sensible bien sûr aux fluctuations du prix du gaz, ça faut pas l'oublier. Donc oui, GTT dans ces conditions va bien sûr profiter de la hausse sur la demande du GNL, là-dessus on est d'accord, le gaz naturel liquéfié. Et aujourd'hui, sur les 10 prochaines années, on a quand même pas mal de méthaniers qui sont commandés dans le carré de commande. Avec sa dernière publication, on était à 450 méthaniers. Et le point d'inquiétude qu'on m'a demandé récemment en commentaire, c'était est-ce que la démission du directeur général, elle est grave ou pas? Moi j'ai regardé, apparemment c'est des raisons personnelles, donc là-dessus, moi je ne suis pas inquiet pour GTT aujourd'hui. Donc voilà, une entreprise qui affiche quand même un bon potentiel. Moi, je la verrais bien atteindre les 180 euros d'ici la fin de l'année. Donc là-dessus, on a un potentiel de 23%. Ça, c'est intéressant à aller chercher pour l'amortir en termes de risque qu'il va falloir la détenir sur un moyen terme. Donc ça, après, à voir si tu veux t'exposer à moyen terme sur le transport de gaz. Allez, on enchaîne avec une action américaine pour changer un petit peu parce que oui, le PEA, c'est bien, mais il y a quand même pas mal d'opportunités en ce moment sur le marché américain. On a observé quand même une correction de 10% depuis le plus haut sur le marché américain. Il y a des actions de qualité qu'on peut aller chercher là quand même. Avec bien sûr la maison mère Google, donc Alphabet, qui demeure aujourd'hui un acteur majeur dans l'intelligence artificielle, dans le cloud computing aussi. Et ok, en ce moment, elle est sous pression réglementaire. Là-dessus, on le ressent un petit peu. On a un risque qui est en augmentation. On est plus autour du 35-36%. Mais voilà, on a un PE ratio qui est décoté comme jamais sur Google. Donc c'est tout de même une action qui historiquement a rapporté gros tout de même à ses actionnaires. On est sur du 3600%. Si on génère ici une petite droite de régression linéaire, on voit voilà qu'on est sur la tendance long terme de Google ici. Une belle croissance avec un chiffre d'affaires principalement aux États-Unis mais qui se diversifie aussi en Europe, Moyen-Orient, Afrique, Asie-Pacifique. Et sa partie cloud a fort potentiel de croissance qui continue d'augmenter en termes de proportion dans son chiffre d'affaires par division. Donc voilà une entreprise qui nous a affiché de très bons résultats historiques et qui continue à afficher de très belles performances. Pour 2025, d'après l'application des investisseurs pragmatiques, ici on est sur du 10% de croissance anticipée sur ses bénéfices. Sur 26, on est sur du 11% de croissance de chiffre d'affaires et 12% de croissance sur ses bénéfices. Donc voilà, ici pour Google, on est sur des bonnes perspectives de croissance. Et oui, les procès antitrust, voilà, font lever quelques doutes sur l'action, sachant qu'il y a eu une période où l'action avait un risque assez faible, sous les 30%, on était même parfois à 26%. Certaines années même, on est tombé sous les 20% de risque, on était plus autour de 19% par exemple en 2017. Mais voilà, on a eu un petit retour du risque et puis là, on est autour de 35% sur Google. Donc moi, ça me paraît acceptable aujourd'hui. Donc oui, payer aujourd'hui un Google à x18 de PE ratio, sachant son historique, qui moyennait beaucoup plus entre 20 et 30, moi, ça me paraît complètement ok d'en ajouter davantage à mon portefeuille parce que je te précise que je suis actionnaire déjà de Google. Et moi, c'est un business que je trouve quand même de qualité ici.
Donc on a des marges qui sont assez élevées, des marges nettes de 28%, potentiellement en augmentation dans les années qui viennent ici. Ça, c'est des projections assez sympathiques à voir qui aident vraiment à la décision pour ceux qui ont accès à l'application. Donc voilà, c'est vraiment une entreprise qui coche de très nombreuses cases. Bien sûr, si l'action était amenée à être scindée en plusieurs morceaux, donc suite à une décision de la justice, là on en reparlerait, je te ferai une vidéo assez spéciale sur le sujet. J'en ai déjà parlé en live privé, mais ça sera quand même l'occasion de faire une vidéo publique si jamais ça devait arriver. Mais voilà, malgré ce risque judiciaire là, je suis vraiment pas inquiet sur Google. Donc voilà, moi aujourd'hui je les accepte, les 35% de risque, ça me va pour essayer de chercher de la croissance long terme. Et potentiellement tabler sur un prix voilà à 200$, voire d'ici 2-3 ans 230$, ça me surprendrait pas sur Google. Après j'ai pas mal de demandes en ce moment sur Apple. Alors Apple, moi aujourd'hui, c'est pas vraiment l'action que j'achèterais, mais on va quand même en parler. Pourquoi? Parce que moi je la trouve un peu surévaluée aujourd'hui par rapport à ses perspectives, même si graphiquement certains vous diront qu'elle est en dessous de sa tendance si on prend la droite de régression linéaire ici. Moi aujourd'hui, son PE ratio me rebute un peu. On est à x30 de PE ratio anticipé pour une entreprise qui aujourd'hui a une espérance de croissance long terme qui est plutôt autour d'un high single digit, donc autour de 8-9% en tout cas pour 26-27, pour 2026 et 2027. Et oui, clairement, Apple, c'est une valeur qui est phare. Il y en a pas mal qui en ont en portefeuille et potentiellement avec raison si j'en avais chiffre de croissance long terme. Après oui, l'iPhone, c'est un des produits les plus rentables de l'histoire aujourd'hui. iOS aussi, c'est très intéressant en termes de cash flow. Donc voilà des divisions. Donc voilà une division iPhone qui est très intéressante. C'est un peu les nouveaux entrants dans le business model de Apple avec ses services qui sont très rentables avec une marge nette très élevée. Donc là, il y a iOS et d'autres divisions un peu plus anecdotiques à côté. Et clairement ici, ça reste un business de grande qualité. On a une marge brute de 46%, une marge nette de 24%. Donc voilà, à ce niveau de capitalisation et lorsqu'on vend du produit, faire 24% de marge nette, c'est vraiment très bon. Mais voilà, moi je suis assez déçu par ce x30 de PE ratio anticipé. On est sur du x35 aujourd'hui si on compare par rapport aux bénéfices qu'elle a réalisés dans le passé, donc notamment 2024 ici. Donc voilà, aujourd'hui je suis un peu refroidi sur Apple. Donc oui, malgré la volatilité récente sur le titre, certains pourraient penser qu'elle est en solde aujourd'hui, mais pas fondamentalement parlant. Donc c'est quand même une entreprise qui a accès à l'innovation, qui va investir 500 milliards dans l'intelligence artificielle, donc ça faut pas mettre ça de côté aussi. Il y a tout un aspect robotique potentiel pour Apple et réalité augmentée. Une croissance qui est quand même soutenue, c'est pas rien de faire 8-9% de croissance sur ses bénéfices. Donc voilà, une action que j'estime un peu chère aujourd'hui. Je vais rester spectateur. C'est pour ça que je touche pas à Apple depuis quelques trimestres aussi, car elle me paraît tout simplement trop chère relativement à ses bénéfices. Petit rappel, il ne reste que 3 jours avant l'augmentation de tarifs de l'application des investisseurs pragmatiques qui est incluse dans mon programme premium avec la formation, donc l'application, les portefeuilles, le club privé et mes lives mensuels. Pour en savoir plus, rendez-vous sur mon site web guystamp.com dans la rubrique programme premium. Sur ce, comme d'habitude, restons pragmatiques. Allez, ciao!